Et donc, on peut avancer notre 4e joueur du jour. On peut aller sur Tyrese Maxey, si tu veux bien. Non, 37 minutes par match. 37 minutes par match pour Tyrese Maxey. 70 matchs cette saison. 99 de true shooting plus, donc moins 1% relatif à la moyenne qui est à 100. Moins 1% d'efficacité au scoring individuel, évidemment, sur un volume de 28%. Un plutôt gros usage et volume de responsabilité. FD, est-on sur la saison de l'explosion pour Maxey? Je pense qu'on peut le dire, vu qu'il a été élu MIP. Ouais, bah du coup, je redis ce que j'ai écrit sur Tyrese Maxey, c'est « On attendait une explosion, je ne sais pas si on l'a eu ». Ah, alors pourquoi? Bah, la baisse d'efficacité, moi, me dérange un peu quand même. Hein. On passe d'un mec qui était à 61% de true shooting à un mec à 58%, donc 61, c'est 71e pourcentile, là on est dans la moyenne. C'est ça, ouais, on était, ça faisait 2 ans qu'il était plus 5%, plus 4% relatif à la moyenne, et là il est à 99, donc au niveau de la moyenne. Voilà, ça me dérange un peu. Alors je m'étais noté dans les notes, je trouve que c'est sévère maintenant que je le relis. J'ai noté, c'est le syndrome de Spencer Dinwiddie, dans le sens où t'as la hausse de volume et forcément la baisse de l'efficacité. Mais attention, Tyrese Maxey est un meilleur joueur qu'en l'a été Spencer Dinwiddie. C'est juste que Dinwiddie avait un moment, tu sais, quand il changeait de contexte tous les 6 mois là. T'avais 6 mois où il était 3e option et du coup il était assez efficace et on se disait il peut être 2e option, et du coup il devenait une 2e option, et du coup il baissait en efficacité. Mais non, j'aime beaucoup la saison offensive de Tyrese Maxey. Je trouve que le système offensif de Nick Nurse avec beaucoup de drive and kick, bah ça lui va très bien, parce qu'il a la vitesse, il a cette capacité. Les Américains ils disent to get downhill, de jouer vers le panier, d'aller en drive. Drive et nord-sud. Voilà, c'est ça. Alors parfois il manque un petit peu de contrôle sur ces drives-là, sur ces actions, mais ça lui permet en fait de débloquer son playmaking, parce que forcément, il va tellement vite qu'il est capable de créer des décalages, que du coup, il a des passes faciles en drive and kick qui ont permis à Tobias Harris ou Kelly Oubre Jr. De faire une bonne saison, même si je sais que t'aimes pas Kelly Oubre Jr. Mais non, j'aime beaucoup la saison. On a une baisse à 3 points où les 2 dernières années étaient à 43% de réussite. Là, on descend, on normalise un petit peu à 37%. Mais non, une très belle saison offensive de Tyrese Maxey et un MIP très logique. Alors, je pensais à celui qui apporterait 2-3 nuances. Je me suis dit, bon, ok. Et là, je reçois un mec qui me parle de Spencer Dinwiddie. Je pense que les fans des Sixers qui écoutent sont pas contents. Non, mais alors, en effet, j'ai pas fait la comparaison. Attends, je reviens sur celui. J'ai pas fait la comparaison entre les deux. Me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je te charrie. Évidemment. Non, mais alors, effectivement, je pense qu'on est tout de même sur une saison de l'explosion, à mon sens, parce que, en fait, déjà, faire la même chose sur un plus gros volume, déjà, c'est très bien. En plus, cette prise de volume, elle est pas anodine. Hein. Pour le coup, on a quand même un gros volume. Au niveau de l'efficacité, c'est vrai qu'on est peut-être Enfin, moi, je suis un peu plus sur ma faim que peut-être beaucoup, et toi aussi, j'ai l'impression. Mais je pense que c'est à quel point aussi ça peut pas être expliqué par le fait que d'un coup, James Harden n'était plus là, comparé à l'an passé, déjà. Donc ça, c'est aussi un créateur majeur qui n'était plus là. Et puis, Embiid a été blessé aussi une partie de l'année. Et je crois qu'on avait parlé, je sais plus si c'était avec Azad ou Baptiste, cette saison, ou alors dans les bilans 2024, mais il y a un peu cet aspect où il a pas mal forcé, en fait, en termes de création, notamment un peu pull-up et tout ça, où il peut le faire, mais peut-être qu'on a un peu exagéré, mais parce que les absents autour de lui, quoi. Donc, tu vois, comparé à l'an passé, quand on fait le avant-après, l'an passé 2023-24, on passe d'un mec qui était un peu la 3e option suroptimisée, enfin bien optimisé autour de 2 créateurs, à cette année parfois, c'était un peu toi la première option, et puis vas-y, quoi. Donc, je pense qu'il y a un côté déchet, ou en tout cas un côté perte d'efficacité qui est assez logique finalement. Donc, j'attends de voir l'an prochain, parce que je sais pas trop à quel point est-ce qu'on peut lui imputer un peu cette perte d'efficacité, parce que tu vois, en un sens, c'est peut-être juste que il est un peu plus forcé qu'avant, c'était plus du tout les mêmes tirs d'ailleurs, en termes de, je parlais du volume, le volume qui est monté à 29%, 28-29%, voilà, c'est un volume de star, hein, très, très clairement, alors pas énorme, hein, pas Luka Doncic qui est à 40, mais c'est un volume de star tout de même, donc ça c'est un step-up par rapport à l'an passé, mais en plus même la nature de ses tirs a évolué, son pourcentage de panier assisté, tu vois, ce qui est un indicateur comme un autre, mais il était 55% l'an passé, 55% de ses paniers étaient assistés, donc créés par autrui, à peine 43 cette année. Donc là aussi, le volume augmente, et en plus, la nature de ses tirs change aussi. Et puis, autre aspect que j'aime beaucoup, c'est que on a affaire à un scoreur, et on a affaire à quelqu'un qui, parmi les gros volumes de NBA, c'est le mec qui perd le moins de ballons. Il est à peine à 6% de turnover percentage,
ce qui est un score assez dingue en fait quand on y pense. Enfin, parce que tu vois, pour des mecs à gros volume, déjà si t'es à 9 ou 10% de turnover percentage, c'est excellentissime quoi. C'est en général, ça peut être voilà, la fourchette normale elle est entre 9-10 pour les plus propres jusqu'à aller 13, 14, 15, 16 pour les plus sales on va dire. Donc un mec qui a 6% de turnover, ouais, c'est assez impressionnant. Après, c'est vrai que c'est aussi lié au fait que bah, il fait peu de turnover parce qu'il y a aussi peu de prise de risque, il fait assez peu de passes par rapport à d'autres. Mais voilà, ça fait aussi partie d'un package assez intéressant de prise de volume, plus de création qu'avant, même beaucoup plus de création qu'avant. Le fait est aussi qu'il est un peu moins bien shooté au niveau des 3 points, mais peut-être on y reviendra. Mais c'est aussi de par la création de décalage que tu as évoqué, c'est pas du passing en soi, mais c'est juste je crée le décalage parce que je suis un peu le premier score et ensuite 2-3 passes et puis ça peut faire l'affaire. Il y a quand même pas mal de choses à aimer, même si on est d'accord qu'il est pas encore, il s'est pas non plus propulsé d'un coup dans le top 10 NBA, ça on sera d'accord. Oui, totalement. Bah, juste sur le 3 points, ça rejoint un petit peu ce que tu disais avant au niveau des paniers non assistés. L'année dernière, 72% de ces 3 points étaient assistés, ce qui reste très faible, hein, c'est le 15e pourcentile. Donc il prend quand même beaucoup de pull-up par rapport au reste de la NBA. Donc il était à 72, maintenant il descend encore, il est à 59. Donc là il est vraiment parmi les joueurs qui se créent vraiment dont les 3 points sont le plus auto-créés, ce qui explique aussi le 37%. Et si on extrapole un petit peu sur son efficacité générale, être dans la moyenne ou à 99 de true shooting plus, alors que seulement 42% de ses paniers proviennent d'une passe décisive, c'est quand même gage d'une très bonne efficacité. Relativement à ceux qui ont des tirs un peu plus faciles, on va dire. Et en plus, tu vois, je pense que, bon, comme tu dis, il y a beaucoup de pull-up, donc ça joue évidemment, mais il fait une saison à 38% à 3 points. C'est un peu lié à ça, je pense, parce que bah oui, la réussite attendue sur les catch and shoot, elle est pas pareille que les pull-up. On est d'accord, évidemment, c'est pas le même type de tir, c'est pas le même type de proba. Donc en effet, mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est un mec qui est parmi les tout meilleurs shooters de NBA en fait. Hein. C'est un mec qui est en carrière est à 43-44% sur les 2 dernières saisons. Voilà, là on est à 38, donc on est un peu loin de ces standards-là. Ça s'explique aussi, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, si on avait une saison un peu normale pour lui, ou même sans aller jusqu'à 43, mais 40% à 3 points, 41% à 3 points sur un grand volume, bah peut-être que l'efficacité générale elle serait juste à 102, 103, quoi. Et ça nous choquerait moins, ce côté-là. Donc, à quel point il n'y a pas juste aussi une mauvaise année un peu au shoot, mais ce qui est un peu un élément relativement aléatoire. Je sais pas trop, mais voilà, c'est vrai que bon, on n'a pas trop dit aussi, mais au niveau des drives, c'est pas encore totalement sa force. Je pense que il y a une certaine capacité de. Alors, il faut que j'explique parce que c'est peut-être un peu contre-intuitif pour beaucoup, mais c'est un mec qui crée beaucoup de jeux de par le drive, de par cette explosivité, ce premier pas et les décalages qu'il peut créer dans une défense. Après, c'est vrai que tu vois, en finition, il y a aussi il a les faiblesses de son profil, c'est-à-dire d'être un peu petit, pas très long, assez peu de verticalité. Et donc, en termes de scoring en fin de drive, il est dans le 34e centile, à peine. Donc, à peine mieux que 34% des autres drivers à gros volume. Voilà, on n'est pas sur un top 5 driver de NBA, je pense pas. Mais il y a quand même pas mal de choses à aimer, de par le drive et de par, au-delà du scoring, la menace que ce drive peut créer parfois, surtout dans les systèmes de Nick Nurse. On a vu aussi d'ailleurs que ça fait partie de la saison, mais on a vu d'ailleurs que en playoff, bah, il a fallu prendre encore plus de responsabilités et il a fait aussi ce step en plus, je trouve. Donc c'était quand même assez appréciable. Mais voilà, ça fait un package vraiment, je trouve, hyper intéressant et qui, en effet, il y a une vraie progression par rapport à l'an dernier, même si peut-être que toi et moi, on est un peu plus bas que certains qui le projettent déjà, genre top 15 NBA, peut-être, quoi. Et je pense que justement, l'arrivée de Paul George va passer un petit peu sa capacité à redevenir efficace, ou à redevenir encore plus efficace qu'il l'est actuellement sur un rôle un petit peu plus réduit ou révélateur. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et comment la grève va être prise. Et la défense, alors? Bah, la défense, on est un peu sur une frustration de mon côté, où il a les capacités physiques et athlétiques d'être un excellent défenseur sur le ballon. Il a des mains actives, il est rapide, mine de rien il a un haut du corps, et encore il s'est encore musclé cette année, mais il a un haut du corps qui est assez fort, donc il peut prendre les contacts. Donc on a de quoi avoir un super défenseur pour moi extérieur, enfin sur le poste 1, quoi. Mais on a quand même un moteur qui est assez inégal, on va dire, assez faible par séquence.
Et pareil, ça revient à ce que je viens de dire sur l'arrivée de Paul George. Peut-être que moins de responsabilités offensives, on va le voir se métamorphoser, ou pas se métamorphoser, mais en tout cas revenir sur des volumes d'efforts en défense qui lui permettent d'être un très bon défenseur. Je suis un peu moins que toi alors sur le potentiel défensif pour le coup. Je pense que ça peut être pas mal, mais il y a quand même une limitation un peu de taille quoi. Au final, donc ouais, il y a une certaine mobilité, mais je trouve qu'en l'état, on n'a pas non plus forcément un très bon défenseur et j'imagine pas non plus un potentiel gigantesque, pardon. Et puis il y a aussi un aspect de défense off-ball qui est pas trop là, mais bon, ça c'est un peu comment dire, c'est classique chez les meneurs quoi. C'est qu'il y a pas non plus forcément à part si tu t'appelles Kylery, en effet. mais a priori, t'as pas un énorme volume de défense off-ball parce qu'il y a pas ce volume si t'es un peu petit. Mais voilà, je suis pas fan du défenseur pour l'instant, moi, pour le coup. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des trucs à vraiment beaucoup aimer chez lui, je trouve. Le shoot d'élite, le drive parfois, qu'est-ce que ça peut engendrer, le volume. Il y a des trucs un peu moins aimés, c'est-à-dire un peu l'absence de passing, un peu la défense, parfois quelques trous en défense off-ball notamment, tu vois, des trucs comme ça. Donc ça fait un profil assez polarisé, mine de rien, et assez atypique aussi, parce qu'il n'y en a pas des tonnes, hein, des mecs qui jouent comme lui à haut volume. Tu vois, j'ai fait un podcast il y a pas longtemps, un peu, pour appeler ça les gunman, donc un peu, tu sais, les mecs qui ont assez peu de passing et juste un peu scorer pour soi, quoi, finalement. Ouais. Je trouve que Maxey, c'est un peu la Rolls-Royce des gunman, c'est le gunman, mais à haut volume, quoi. C'est le mec qui tu donnes la balle, il va scorer, ou alors il va un peu passer, mais c'est un mec d'habitude, ce profil-là, tu le vois pas à haut niveau, quoi. Tu le vois pas aussi haut volume, donc comment est-ce qu'on juge ça? Bah tiens, comment est-ce qu'on juge ça? Littéralement, je te renvoie vers la question du classement. Où est-ce qu'on l'imagine alors, Maxé? Dans tes gunmen, t'avais Jamal Murray ou pas? Non, quand même pas. Ah, tu vois, moi, il y a cette jonction entre... pour moi, Jamal Murray en 11 et Desmond Bane en 12, et encore, je trouve que la saison de Desmond Bane est compliquée à analyser, mais c'est là que je le verrai, dans le sens où c'est pas une première option comme peuvent l'être Karl Anthony Towns, DeMar DeRozan qui sont au-dessus. À partir de Jamal Murray, bah mine de rien, là on a un groupe d'extérieur, Jamal Murray, Desmond Bane, Derrick White, dans des profils différents, mais je me dis quand même que l'apport offensif efficace, plus le tir à 3 points de Maxey, ça me dérange pas de le voir dans ce groupe-là, quoi. Donc autour de 11, 12, 13. Ok, donc au-dessus, il y a DeRozan, au-dessus, il y a Karl Anthony Towns. Pour toi, eux sont tout de même au-dessus de Maxey? DeRozan, je me pose un peu la question, mais l'aspect scoring inélastique, en fait, qui est, voilà, l'aspect scoring qui est toujours là de DeMar DeRozan. Ouais, très rigide. Plus le playmaking de DeRozan qui pour moi est quand même largement, parce qu'il est plus vieux aussi, il a plus de répétitions, mais est quand même plus développé que celui de Maxey. Je mettrais DeRozan au-dessus. Ouais. Ok, ouais, ça me va. Moi, je voyais plus haut, enfin, je descendais un peu le classement depuis le haut, je veux dire, et je me disais que la limite à pas dépasser, c'était un peu Sabonis, qui a ses défauts, hein, ses défauts et ses compromis, mais qui, mine de rien, a un peu été le moteur, le poumon de cette attaque des Kings, quoi. Donc il y avait un dépositaire du jeu. Donc je mettais un peu la limite à ça. Mais effectivement, on peut descendre jusqu'au groupe Jamal Murray, ouais. Peut-être un peu au-dessus de Jamal Murray alors pour cette saison. Je crois que Murray fait pas une grande saison d'efficacité non plus. Donc ouais, ok, mais on peut le coller alors entre DeRozan et Jamal Murray, si ça te va. Ouais, ça me va. Ok, bien faisons ça. Et donc, petit quiz pour finir, évidemment, nous sommes le 1er mai 2024. Tu sais que je suis un sadique. Tu es fan des Knicks FD. Nous sommes au match 5. Match 5, kické sur le terrain au moment de cette action marquante de la saison. C'est plus qu'une action, c'est une séquence où Tyrese Maxey met 6 points. Et pour recoller au score, tu t'en souviens évidemment, qui est sur le terrain au moment de ces 6 points. Donc je crois que c'est un N1 et après un 3 points depuis le logo de Tyrese Maxey qui recolle au score et qui anéantit les rêves de FD, le petit fan des Knicks. Mais les Knicks ont gagné la série, donc j'en garde un très bon souvenir. Ça va, ok. Bon, bah du coup, je vais commencer côté Sixers. On a Maxey. Embiid n'est pas blessé à ce moment de la série, je crois. Exactement. On a Kelly Oubre Jr. Oui. On a... Alors, à un moment, ils ont testé des trucs au poste 2, des trucs un peu incompréhensibles. Mais ouais, peut-être est-ce qu'on a Nico Batum sur le terrain? Exactement. Ok, il m'en reste un au Sixers. Oui, il te manque l'homme moyen de la moyenne. Oui, Tobias Harris, ouais. Exactement. Ouais, ok, super. Du côté des Knicks, on a
Jalen Brunson. Oui. DiVincenzo. Pas DiVincenzo, non. Intéressant. Josh Hart, qui a joué 48 minutes dans cette série par match. Donc, parce qu'il me semble que c'est allé en prolongation, donc ça m'étonnerait pas qu'il nous fasse une Will Chamberlain avec plus de 48 minutes de moyenne. Ouais. Alors, Brunson, Hart, Hartenstein. Non, pas Hartenstein, l'autre. Robinson, du coup. Exactement, Mitchell Robinson. Alors, il y en a un qui a un nom drafté. West Virginia. Ouais, Miles McBride. Miles McBride, évidemment. Et ensuite, il y a un original gangster. Anunoby qui était pas encore blessé. Ok, super. OG, exactement. Le OG Anunoby, tout à fait.